Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. On avait dit qu'à l'occasion de son déplacement à Saint-Estève, l'équipe élite de Carcassonne 13 allait passer un véritable test. Un test sur le terrain de son dauphin et un test qui s'est avéré concluant puisque Alexis Escamilla et ses amis se sont assez largement imposés 40-20 face au Baby Drax après un bras de fer qui a duré près d'une heure. Par contre, comme cela était malheureusement prévisible, les U19 ont pris la foudre en terre catalane et se sont logiquement inclinés 12-68 contre plus fort qu'eux. Pour revenir sur ces deux rencontres et envisager la réception prochaine de Toulouse, dimanche à Domecq, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuelle Garot du Sutour, une femme engageante, engagée sur plusieurs fronts, qui dirigeait l'agence Haut-Pyrénées de Suez Entreprise, spécialisée dans la gestion de l'eau. En compagnie de Rémi Bertrand, nous allons évoquer avec elle le partenariat de Suez lors du match qui opposera Carcassonne 13 à Toulouse, donc ce dimanche à 15h30 sur la pelouse de Domecq. À ses côtés, l'inlassable ferrailleur, qui est Vincent Albert, l'un des hommes de base de Carcassonne 13, qui, comme le bon vin, ne cesse de s'améliorer en vieillissant. Viendront ensuite nous rejoindre le jeune Mathis Tonello, qui est un des jeunes talents de la formation U19, avec lequel nous allons faire plus ample connaissance, et Lucas Rodriguez, l'un des hommes de base du VAR 13, qui a signé une belle feuille de match avec la formation élite lors de la réception de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir messieurs, dames, madame, messieurs, pardon. Bonsoir. Vous permettez que je vous appelle Emmanuel ? Avec plaisir. Emmanuel, donc, vous êtes à la tête de l'agence Haut-Pyrénées de Suez. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, nous présenter votre agence ? Alors merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Donc Suez en fait accompagne les territoires et les collectivités pour assurer un service de l'eau et de l'assainissement, donc de la production de l'eau potable jusqu'à l'assainissement des eaux qui ont été salies avant le retour vers le milieu naturel. Des missions qui ne cessent d'évoluer compte tenu de la qualité de l'eau qui devient une nécessité et une priorité. En effet, lié au changement climatique que l'on vit sur les territoires, alors particulièrement sur les territoires de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, qui ont vécu à la fois il y a quelques années des inondations comme des sécheresses. Mon métier, en tout cas, a tout son sens et accompagner les collectivités pour anticiper, faire face, préserver la ressource en eau, puisque cette eau devient quand même de plus en plus importante pour l'ensemble des territoires, à la fois pour que les gens aient de l'eau au robinet, mais également que ça puisse participer au développement des territoires, à l'activité touristique. Et donc, voilà, nous, on est là pour accompagner les territoires, faire en sorte que l'eau qu'on fournit est toujours de qualité et pouvoir permettre d'avoir de l'eau en permanence. Le rayonnement de votre agence va jusqu'aux portes des Pyrénées-Atlantiques, pratiquement. En effet, donc on a la chance de pouvoir avoir un secteur littoral comme un secteur de montagne avec toutes les contraintes que ça représente, puisque je ne vous cache pas qu'aller accéder sur des sites de haute montagne en pleines conditions climatiques comme les tempêtes de neige, c'est pas toujours simple, mais on a la chance d'avoir un territoire assez diversifié avec des territoires très ruraux comme des territoires très touristiques comme sur le territoire de Carcassonne. Et on doit faire face à ces afflux de population et ces différents enjeux que l'on a sur ces différents territoires. Vos plus gros clients au niveau local, disons au niveau Audois, allez. Alors, moi qui vis à Carcassonne, en effet, c'est Carcassonne Agglo, notre principal client collectivité, où on gère aujourd'hui pour le compte de Carcassonne Agglo 35 communes, une délégation de service public sur 35 communes, donc autour de Carcassonne. Une activité qui a tendance à s'accroître ? Alors s'accroître, c'est à se développer géographiquement ? À se développer géographiquement, oui, en fonction des besoins des collectivités, des enjeux. On essaye de développer des solutions innovantes, des moyens pour faire face aux différentes problématiques que vivent les territoires. Et tout cela, vous aménagerez combien de personnel ? Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire Midi-Pyrénées, Aude-Pyrénées-Orientales, c'est à peu près 130 personnes. Et quelles compétences faut-il pour gérer 130 personnes aussi diversifiées que le travail qu'elles accomplissent d'ailleurs ?
l'important, je pense qu'on va dire que c'est surtout l'humain, puisqu'aujourd'hui c'est une entreprise de service. Donc ce sont les hommes et les femmes qui composent cette entreprise, qui font la valeur de l'entreprise. Donc l'important, c'est pouvoir essayer de chercher le meilleur de chacun pour apporter le service le plus performant auprès des collectivités. Donc, ça, vous savez faire, je crois. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye. Les résultats sont là. Donc votre parcours professionnel vous a conduit à Carcassonne, c'était en 2008. Donc 16 ans après, pratiquement, est-ce que vous vous sentez vraiment carcassonnaise ? Ah oui, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé dans l'entreprise, les cadres de l'entreprise, tous les 4-5 ans, étaient mutés à droite à gauche. Ça fait en effet pratiquement 16 ans que je suis là. J'ai eu la chance de rester sur ce territoire que j'affectionne particulièrement parce qu'on a une belle qualité de vie. Et par contre, mon territoire s'est élargi avec le temps. Et donc voilà, je suis toujours là et j'espère continuer à être là pendant encore quelques années. Est-ce que la Toulousaine d'origine travaille toujours sur Toulouse par le biais de Suez ou non? Vous n'avez pas cette compétence-là? Alors oui, j'ai des collègues qui sont sur Toulouse puisqu'on gère pour le compte de la métropole de Toulouse l'ensemble du territoire, le service de l'assainissement. Mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. J'occupe le pourtour de la région toulousaine, mais voilà, ce n'est pas moi en particulier. Vous y revenez quand même? J'y reviens régulièrement. Vous êtes également une femme engagée car vous exercez des responsabilités au sein de Face O2. Alors c'est un club d'entreprise qui vise à lutter contre l'exclusion sociale à travers l'insertion professionnelle. Pour nous en dire un peu plus sur ces missions? Alors en effet, en tant qu'entreprise, déjà nous accueillons une antenne sur les bureaux le siège de Carcassonne. Donc on a une antenne face avec des collaborateurs qui sont chez nous. L'objectif, c'est pouvoir participer à un certain nombre d'actions sur le territoire, à la fois des actions sur l'éducation, donc aller dans des lycées, dans des collèges, participer avec des collaborateurs pour expliquer nos métiers, donner envie d'intégrer nos entreprises, donner envie aux femmes d'intégrer les métiers techniques, mais également c'est aussi un accompagnement sur des publics un peu éloignés de l'emploi en ayant des actions de parrainage et donc aider les gens un peu plus en difficulté pour leur permettre de réaliser des CV, faire avec eux des entretiens, tests pour qu'ils puissent recourir rapidement à l'emploi. D'ailleurs, j'ai vu que l'autre fois, il y avait une mission où il y avait l'organisation d'une rencontre de rugby pour mettre en symbiose des gens, ceux qui cherchent un travail, ceux qui en proposaient. C'était organisé par Suez, je pense bien, non? En effet, oui. On organise sur Béziers. Ou Béziers, c'est ça. Oui, on organise avec le sport, en effet, où les recruteurs se mélangent aux demandeurs d'emploi par le biais de jeux. Et l'objectif, c'est qu'après, à l'issue de la séance sportive, il y ait une séance d'entretien avec des postes à la clé et des possibilités d'embauche. Ça marche bien après? Les résultats sont... Ça marche, en effet. Ça permet en tout cas de détendre l'atmosphère. C'est moins rigide. C'est beaucoup moins rigide, en effet. Le format est beaucoup plus souple. Vous êtes aussi à l'origine de la fondation dans le département du Ladies Circle, enfin, je ne sais pas la prononciation. Ladies Circle, un club service réservé justement aux jeunes femmes autour d'une devise d'amitié et d'entraide. Ça vous semble bien ça aussi? En effet, c'est des valeurs en tout cas qui m'animent et en 2018 avec un certain nombre d'amis on a souhaité créer l'antenne de Carcassonne puisque c'est un club qui a une rayonnance internationale et donc voilà, on a créé ce club depuis 2018. Il vit, il prospère, il y a des nouveaux membres chaque année et j'interpelle un certain nombre de publics femmes de moins de 45 ans si elles veulent adhérer, qu'elles n'hésitent pas à adhérer à ce club qui mène des actions à la fois pour récolter des fonds et reverser ces fonds à des associations du territoire. L'amitié et l'entraide, ce sont aussi des valeurs qu'on retrouve dans le rugby. Tout à fait. Puisqu'on ne peut pas tricher non plus. Et c'est vrai que Vincent en témoignera. Quand on a quand même un esprit d'équipe, les choses sont plus faciles. Justement, en parlant de rugby, est-ce que vous pensez faire adhérer Suez à Carcassonne 13 Entreprises, qui est un club de partenaires, qui réunit les partenaires avec des valeurs propres à Carcassonne 13? Alors on est en train de finaliser la convention de partenariat avec le club, mais ça fait partie des ambitions qu'on s'est données cette année pour que Suez, en tant qu'acteur et entreprise responsable du territoire, puisse être acteur aussi auprès des clubs associations. Peut-être que Rémi va dire un petit mot là, c'est un secteur qui le concerne. Oui, je pense que c'est avec un immense plaisir que Carcassonne 13
est heureuse d'avoir justement signé cette convention. Donc nous avions déjà précédemment signé quelques engagements les années précédentes, mais cette année il y a eu un effort conséquent qui a été fait, donc on vous en remercie, dont l'engagement est beaucoup plus conséquent financièrement, et aussi je dirais que le club a pris la décision aussi d'intégrer beaucoup plus les engagements que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire solidarité, esprit d'équipe, etc. Et je pense que dans ce domaine-là, on est capable de partager bien des choses. Et je rappellerai aussi que l'an dernier, il y a eu une réception avec les Ladies lors d'un derby à Carcassonne qui s'est très très bien passé. Bon, déjà, merci pour ce partenariat. Alors, je ne sais pas comment tu envisages un petit peu la valorisation de cet engagement qu'on va mettre en place. Mais on est sur les mêmes valeurs, donc je pense qu'il faut qu'on multiplie davantage nos opérations et nos actions. En effet, l'esprit que véhicule le sport, c'est l'esprit aussi que l'on souhaite véhiculer dans l'entreprise. L'engagement collectif, l'esprit collectif, la réussite bien sûr, hein, parce qu'on a tous besoin, mais voilà, toutes ces valeurs que sont générées par l'esprit sportif se retrouvent dans l'entreprise, et je trouve que c'est important quand on est une entreprise du territoire de pouvoir faire des liens. On a déjà mené des actions avec nos collaborateurs, avec des sportifs, et je pense qu'il faut le faire perdurer. C'est important que les entreprises aussi participent aux actions du territoire, et qu'on soit là engagé auprès des clubs sportifs qui ont aussi besoin de nous pour se développer par rapport au projet que vous avez. Oui, parce qu'au niveau national, Suez était plutôt porté sur le cyclisme. Je crois qu'il y a une équipe cycliste d'ailleurs qui est patronnée par Suez. Puis je crois que c'est un des sponsors majeurs du Tour de France féminin, oui, si je ne m'abuse. Et dans le rugby, c'est vrai que c'était une présence qui peut être un peu moins ciblée, bien que des villes comme Béziers, je pense, ont déjà dû travailler avec l'ASB, entre l'ASB et Suez, les choses ne se créent, puisqu'il y a un pôle quand même qui est assez important sur Béziers. Oui, alors en effet, au niveau national, Suez a décidé d'accompagner l'équipe cycliste féminine. Féminine, c'est ça, oui. En effet, par rapport aussi aux valeurs qu'elles incarnent, parce que ce sont aussi des femmes, et qu'une entreprise comme la nôtre, on a aussi besoin de faire en sorte que des femmes intègrent l'entreprise. Chaque année, il y a des actions qui sont menées sur les territoires pour essayer de susciter les envies auprès du public féminin pour avoir recours. Et donc, c'est aussi par le biais de ces images ou de ces actions qu'on mène au national qu'on essaye de véhiculer nos valeurs liées à nos responsabilités sociétales, mais aussi environnementales, et aussi au niveau des femmes. Et proximité du territoire aussi, là. Puisque bon. Vous allez dimanche, donc, Suez va être le partenaire de Carcassonne 13 sur ce match qui les oppose à Toulouse. Quel regard vous avez sur le rugby en général? Bon, quand on est toulousain d'origine, ça ouvre quand même quelques fenêtres sur ce sport, mais peut-être plutôt sur le 15 que sur le 13, pour ce qui vous concerne. Alors c'est vrai qu'il y a 16 ans, j'ai plutôt découvert le 13 en arrivant à Carcassonne. Je connaissais plutôt le 15, mais les deux disciplines sont en tout cas intéressantes à regarder. C'est intéressant de participer à ces deux disciplines. En l'occurrence, pour le match qui aura lieu dimanche, en tout cas, vous avez un résultat sportif jusqu'alors qui est quand même, on va dire, quasi excellent. Tout à fait. Hein. Donc on espère que je ne vais pas vous porter la poisse. Au contraire, je vais vous porter beaucoup de chance. Donc j'espère pouvoir voir un beau jeu, un beau match, et en tout cas on sera dans les tribunes pour accompagner les joueurs qui mouilleront le maillot sur le terrain. Bon, le sport, c'est un domaine que vous connaissez bien, puisque vous avez pratiqué l'équitation très longtemps, à un niveau assez intéressant, il me semble. Est-ce que vous avez toujours assez de temps de libre pour pratiquer ? Alors c'est un équilibre de vie, en effet. Le sport, c'est important. Donc oui, je continue à faire un peu d'équitation, mais je fais aussi d'autres sports. Donc oui, moi, ça fait partie de mes valeurs qui m'incarnent au quotidien. Donc dès que j'ai un moment de libre, je vais faire un peu de sport. Et pas de rugby. Pas de rugby. Donc, lors de votre jeunesse, vous avez aussi un crochet par Bordeaux. Je crois que vous avez vécu dans la région bordelaise pendant quelques années.
À cette époque-là, je pense que le foot avait pris le pas nettement sur le rugby. Maintenant, les choses sont inversées. C'est encore des disciplines et des équipes dont vous suivez les résultats? Ça vous intéresse toujours? Alors, on va dire que le foot, de loin, oui. surtout vu le niveau actuel du foot des Girondins de Bordeaux. Alors, le rugby, bien sûr, parce que top 14, quand on est deuxième... Puis il joue contre Toulouse, donc forcément. Mais voilà, mon cœur est plutôt... Ça ne leur porte pas chance de jouer contre Toulouse. Mais en effet, oui, l'UBB, voilà, je suis les matchs télévisés quand je peux. Bon, nous quittons donc le 15 pour nous porter sur le 13 maintenant avec Vincent. Vincent, vous avez maintenant 28 ans depuis quelques semaines. Hein. Ça a été un anniversaire un peu particulier quand même pour vous, puisque la naissance de votre fils est intervenue la veille de votre anniversaire, si je crois bien. Ouais, c'est ça, C'est ouais. Vincent. La veille, ouais. Ouais, un anniversaire particulier, un beau cadeau, ouais, cette année. Ah ben. Bon, surtout qu'il vous a attendu pratiquement, je crois que c'est ça. Et ouais, il a attendu le plus possible, puis finalement il est arrivé un jour avant, au moins on aura chacun notre truc, et voilà, non mais bel anniversaire, ouais, belle surprise, et on est très contents, ouais. Tout se passe bien. Martin et Lison, la maman se porte bien. Ouais, tout le monde va bien, tout le monde a bien récupéré, donc ouais. On dit souvent que la paternité change un homme. Est-ce que dès à présent vous avez pu vous rendre compte que le constat était réel? Alors, de mon point de vue, peut-être que je vais mettre un peu plus de temps à m'en rendre compte, mais bon, de l'extérieur, apparemment, on me dit que ça change, donc on va voir. Quand voit-on Martin à l'académie? D'ici quelques années, ouais. À partir de 5 ans, je vois, c'est bon. Pour l'instant, encore, il va patienter, ouais. Bon, non, maintenant, faisons-en un petit peu au terrain. Là. Carcassonne plane sur la compétition, puisque cette rencontre, cette victoire, et des victoires assez nettes quand même. Quelle est à ce jour l'opposition la plus consistante que vous avez rencontrée au niveau collectif? Alors, je pense que ce week-end, quand même, a été un match assez difficile. Oui, ça a tapé un peu. Ouais. C'était... On savait que bon, ils s'entraînent tous les jours, ils s'entraînent 2 fois par jour certains jours, donc bon, c'est pas des professionnels, mais pas loin, quoi. Donc on savait qu'ils allaient nous rendre la partie difficile, ça l'a été. Oui, et puis pour eux, c'était un challenge aussi. Hein. Je crois que ça l'était pour vous, mais ça l'était aussi pour eux. C'est ça, ouais. Non, on n'a pas été surpris, mais on a mis un peu de temps à rentrer dans le match et voilà, ils nous ont prouvé que quand même, ils étaient là, quoi. Et à titre personnel, quel est l'adversaire qui vous a le plus embêté là, depuis le début de la saison? Je redoutais un peu ce week-end Ben Lam. Donc, oui, mais il est sorti. Qui est assez athlétique, mais bon. Vous l'avez bien sorti un peu, Non, non? enfin. C'est sur un contact avec vous, non? Qui se blesse? Ouais, on était plusieurs et bon, ça s'est passé comme ça, mais bon. Après, chaque adversaire est redoutable avec leur qualité propre à chacun, mais bon, dans chaque équipe, il y a toujours quelques joueurs qui ressortent du lot et qui nous posent des problèmes. Oui, donc. Comme vos coéquipiers, ça fait quand même quelques saisons que vous étoffez votre palmarès là. Mais il me semble que vous n'êtes jamais encore rassasié. Où est-ce que vous allez chercher tout ça là, cette envie de continuer toujours plus l'hiver quand il fait froid, dans le froid, dans la pluie Je pense que le groupe n'a pas trop changé depuis quelques années. Et puis le groupe vit bien ensemble. On passe de bons moments et chaque année où on a gagné des titres, c'est vraiment des souvenirs qui restent et c'est ce qui nous donne envie de recommencer chaque année, de s'entraîner et de continuer à performer pour aller les chercher. Puis vous êtes encore jeune quand vous avez dans la marge. Oui, encore j'espère faire quelques saisons. Ouais. Lors de la réception de Villeneuve à Domecq, vous avez opéré au poste de seconde ligne pour les besoins de la cause, parce qu'il y avait 4 avants qui étaient sur le flanc. Un poste qui vous convient comme un gant, j'allais dire, parce que vous avez le tempérament pour ça. En jouant au centre, il y a moins de dépaysement quand même sur certains postes. Vous pourriez, à un moment donné de votre carrière, monter dans l'échelon, monter dans le pack? Pourquoi pas, oui. Après, ça se ressemble un peu avec le poste de centre, mais c'était un peu nouveau, donc j'ai pris du plaisir. Pour un match, c'est sûr que j'ai pris du plaisir. Après, faire toute la saison, je sais pas, pourquoi pas, mais pour l'instant, quand même, je suis bien au centre. Oui, on a vu donc dimanche à Saint-Estève que la partie avait été serrée, les jeunes Catalans se sont bien battus, ils ont tenu un bras de fer pendant pratiquement 1 heure, chose qui est assez rare parce qu'en général, après la mi-temps, les équipes craquent généralement contre vous depuis le début de la saison. C'est un peu les scénarios qu'on a vus.
Ouais, après on s'est mis, je pense, en difficulté nous-mêmes assez vite. Oui. On a fait quelques fautes, quelques erreurs que bon. Un peu de discipline aussi. Hein. C'est ça. Est-ce que c'est de la discipline? Est-ce que c'est de la concentration? Parce qu'on savait qu'il fallait rentrer vite dans le match et on a mis encore un peu de temps à le faire. Donc je pense que c'est plus de la concentration que un manque d'envie ou autre, quoi. Vous avez senti la baisse du régime catalan? Vous avez senti que ça tapait moins fort, que les courses étaient moins franches? C'est une équipe jeune. Je pense que c'est bien pour eux parce qu'ils ont un peu de fougue de la jeunesse, mais après c'est vrai qu'il leur a manqué peut-être un peu d'intensité. Voilà, au bout d'un moment ils ont un peu flanché. Oui, parce qu'après une fois que Carcassonne a pris le match en main, il n'y a pratiquement pas eu de match. Et là, on aurait même dit qu'ils avaient jeté tout leur venin et que bon. C'est ça, ouais. C'est ça. Le moteur était vide, quoi. Là. Voilà, c'est ça. Vous aviez été retenu dans le groupe de 29 joueurs français là, qui ont préparé les 2 rencontres de qualification à la Coupe du Monde. Bon, en définitive, vous n'avez pas été retenu. Comment vous avez vécu cette période-là? C'était la période où donc, j'étais à la maternité, du coup, un peu déçu de ne pas y aller, mais bon, très content de passer du temps en famille. Et donc voilà, c'était un mal pour un bien, quoi. Je préfère passer du temps en famille et rester au calme, tranquille, que partir à droite à gauche pour jouer au rugby, quoi. Qu'est-ce qu'il en est de vos ambitions internationales, hein? Mais pourquoi pas porter le maillot si l'occasion se représente, mais bon là les obligations familiales passaient avant, quoi, on va dire. Oui, je comprends. Vous avez bien fait parce qu'en plus c'est pas des matchs de très haute. Ouais. Donc on va revenir maintenant un petit peu là sur les dernières journées de compétition, hein. Donc on va prendre l'exemple d'Albi, mettons, qui avait connu 3 défaites consécutives, qui s'est refait un peu la cerise le week-end dernier face à Toulouse. Bon, Toulouse qui est la lanterne rouge quand même. Excusez-nous, Emmanuel. Mais cette équipe d'Albi, quand même, compte tenu du recrutement qu'elle a fait on l'attendait à un autre niveau. Alors oui, c'est vrai. Alors ils ont gardé pas mal de joueurs cadres donc, dans leur équipe. Se sont renforcés, je pense, au vu des recrues qu'ils ont fait. Mais ils mettent du temps, je pense, à se mettre en place, Ils ne trouvent pas la bonne formule à part là. Ils changent souvent de formule, notamment à la charnière. Ils hésitent un petit peu. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont un peu. Ils ont des résultats un peu en dents de scie. Mais attention à cette équipe quand même, parce que sur le papier, c'est costaud. Oui, il y a des matériels. Si ça se met si la mayonnaise prend, comme on dit, ça va faire mal, quoi. A l'inverse, avant de s'incliner à Avignon le week-end dernier, Villefranche avait signé 3 victoires consécutives, notamment à Limoux, à Saint-Gaudens, contre les Ignans. Bon, est-ce que c'est une équipe qu'on attendait à ce niveau, à ce moment de la saison du moins? Oui, je dirais que c'est pas surprenant, parce que l'an dernier, ils ont survolé l'élite 2. Ils ont gardé à peu près les mêmes joueurs. Ils se sont renforcés là, avec des étrangers de qualité. Ouais. Du coup, surpris, non, pas tellement. Mais ils ont fait quand même des gros coups. Ouais. Battre Limoux, les Ignans en 15 jours. Oui, le match retour à Villefranche ne sera pas... Je pense qu'il va falloir bien le préparer. Surtout que ça va être en plein hiver. On connaît les conditions de jeu là-bas, c'est toujours un peu compliqué. Bon, Limoux, qui restait aussi sur 3 défaites consécutives, a bien répliqué là, en infligeant un gros carton à les Ignans, 36-4. C'est quand même important. Bon, Limoux, finalement, aussi a bénéficié du renfort de Santo, d'un pilier australien. Donc, les choses commencent à se mettre en place. Par contre, on peut être inquiet pour les Ignans, qui est 9e actuellement et qui, malheureusement, je crois, est à son niveau. Là. Je pense qu'ils ont été un peu perturbés par le départ tardif de Connor au Berne, qui leur a dit au dernier moment qu'il ne reviendrait pas jouer. Oui, celui qui avait porté l'équipe l'an dernier. Je pense que c'est lui qui était un grand artisan de la saison passée et des résultats de Lézignan. Mais quand il gagne Albi un week-end et le week-end d'après tombe contre Limoux comme ça, c'est vrai que c'est surprenant aussi, parce que ils ont gardé quand même les mêmes joueurs. Et, ça a joué 10 minutes et puis après on n'a plus rien vu. Un peu surpris. Bon, un petit mot sur le Saint-Estève. Saint-Estève a prouvé qu'ils sont votre digne dauphin. Oui, il y a une très belle équipe à Saint-Estève. Je pense qu'ils vont continuer de s'entraîner comme il faut, et je pense qu'à la fin de saison,
ils vont en embêter plus d'un et ils seront toujours là, quoi. Villeneuve qui a signé un court mais beau succès contre Pia à domicile aussi. Cette année démontre d'autres valeurs que ce qu'ils avaient montré les saisons précédentes. Là aussi, je pense que la patience, l'intégration des jeunes, ça commence à payer. C'est ça, ouais. C'est bien pour notre championnat parce qu'il y a des équipes comme ça que on se dit que les matchs sont acquis pour Pia. Et puis finalement, ils créent la surprise comme ça. Et Saint-Gaudens, Villeneuve, Villefranche. Oui, mais ils nous avaient contrariés ici, à Domecq. Ouais. C'est ces équipes qui avaient. Ils nous avaient fait une belle opposition. Oui. Du coup, c'est bien pour le championnat. Il n'y a aucun match qui n'est acquis et il va falloir faire attention à toutes les équipes. Donc, l'équipe élite, vous recevez Toulouse donc, dimanche à 15h30. Bon, Toulouse, on l'a dit, qui est dernier de la phase de classement actuellement. Une équipe aussi en devenir, peut-être, puisque bon, ces jeunes sont appelés à monter en championship, pour certains du moins. Mais ce serait vraiment une grosse surprise si on venait s'imposer à Domecq. Est-ce qu'une surprise est vraiment envisageable? Non, envisageable de notre côté, non. Après, Toulouse a une belle équipe en jeunes et chaque année, ils font monter des jeunes dans leur équipe. C'est vrai que ça reste jeune, mais bon, comme Saint-Estève, ils s'entraînent tous les jours. C'est un club qui est bien structuré. Alors, bon, il manque un peu d'effectifs, c'est vrai. Ils ont un effectif un peu restreint. Ils n'ont pas d'étrangers pour aider un peu à passer le cap, quoi. Donc il faudrait que ce week-end le match soit gagné pour nous, quoi. Justement, comment on aborde un match qui est présumé facile comme ça? Bon, vous savez que quand on marche les Catalans, on savait à quoi on allait s'attendre. Bon, on est prêt, mais là, des fois, un peu plus dilettante, un peu en concentration. Non, ouais, justement. Les derniers matchs qu'on a joués, on a eu, je pense, un manque de concentration, ce qui nous fait manquer les entames assez souvent. Du coup, préparer ce match, se recentrer un peu sur nous-mêmes et regarder comment on peut être sérieux et appliqué pendant 80 minutes. Pour se parer de toute mauvaise surprise. Pour se parer de toute mauvaise surprise. Voilà, c'est ça. Bon, le club de Carcassonne ainsi que les joueurs ne cachent pas leurs ambitions. Et bon, il y a eu un doublé l'an dernier, c'est une prouesse qu'ils veulent à nouveau réaliser cette année. Par contre, on sait que c'est à la fin du bal qu'on compte les musiciens, donc on n'y sera pas. Mais franchement, est-ce que, quand on voit le niveau de l'équipe en ce moment, est-ce que même dans les saisons antérieures qui ont été positives au niveau des résultats, est-ce qu'il y avait une telle homogénéité, enfin, une équipe aussi compacte, aussi soudée, aussi efficace que ce qu'elle est maintenant, après cette journée-là? Oui, on a eu, je pense, à l'année 2023, là où on gagne la coupe, et on avait une équipe qui avait survolé le championnat, et on perd en finale, on s'incline contre Limoux. Mais ça paraissait moins impressionnant que cette année, à mes yeux. Après, bon, qui était sur le terrain. On avait gagné quand même à Limoux 19-0 et ici presque 40. Du coup, je pense que ça nous a servi l'année dernière déjà, ce match. Ce match nous a beaucoup servi et il va falloir qu'il nous serve et qu'il reste dans nos têtes pour préparer et justement pas retomber sur un match comme ça, quoi. Emmanuel, pour clore ce débat, est-ce que vous auriez une question à poser à Vincent? Comment concilier? Alors moi, la question que je me pose, parce que vous avez un boulot, il faut s'entraîner, il faut être là le week-end. Martin. Donc, il faut être là pour Martin. C'est comment on arrive à concilier tout ça, la vie professionnelle, la vie perso et puis la vie sportive. Ouais, c'est exactement ça. C'est gérer, comme les chefs d'entreprise, quoi, gérer un agenda assez chargé, quoi. Et essayer de prendre du bon temps un peu partout, quoi, que ce soit au rugby, au boulot et en famille, bien sûr, le week-end ou en vacances. Voilà, merci d'avoir répondu à cette question. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On vous donne rendez-vous à tous les deux dimanche, donc. Vous sur le terrain, vous aussi, puisque c'est vous qui allez donner le coup d'envoi. Évitez les talons. Voilà, bonne soirée à tous. Et nous allons poursuivre donc maintenant en recevant Baptiste Tonello, et Lucas Fernandez. Rodriguez, pardon, nous ne sommes pas. Si vous voulez bien leur céder la place.
merci. Merci. Ciao. Ciao, Vincent. Là où tu veux. Comment? Non, non, excusez-moi. Hein. On est bon? On est bon, les garçons. Alors, bonjour Mathis. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Alors, je m'appelle Mathis Tonello, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je joue en junior à Carcassonne. Domicilié à Villemot-Soussou. Villemot-Soussou. Comment vous êtes venu au rugby? Alors, j'ai commencé au foot. Et j'ai commencé au foot. Et j'ai dit à papa, j'ai envie de changement, j'ai envie d'essayer le rugby. J'ai commencé le rugby à 15. J'ai fait, à l'USEC, je pense. Ouais. Oui. Oui. J'ai fait quelques années à 15. Et là, l'année dernière, j'ai redit à papa, j'ai besoin de changement et je suis venu à 13. Mais vous êtes issu d'une famille de rugbymen? Oui, avec mon grand-père, Michel Chavanel, qui a joué longtemps à 13, au Var. Il a joué à Limoux, à Carcassonne, 2 jours. Hein. Oui, c'est ça. Et il avait fini à Saint-Jacques. À Saint-Jacques, c'est bien ça. C'est ça. Vous avez commencé donc à l'âge de 8 ans, vous nous avez dit à l'USEC. Puis pourquoi vous avez changé de code? Pourquoi avoir choisi le 13 ensuite? Pour suivre des copains? C'est souvent ce qui arrive. J'avais donc des copains qui m'ont dit de venir essayer le rugby à 13. Au début, je les écoutais pas, et puis après, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai fait des entraînements et ça m'a plu directement. Les principales différences que vous voyez quand vous êtes sur le terrain entre les deux codes? J'aurais dit les règles, l'état d'esprit, la vitesse du jeu, et voilà. Et qu'est-ce que vous aimez dans l'un et moins dans l'autre et vice-versa? À 13, qu'est-ce que vous aimez? Au 13, je préfère tout ce qui est vitesse, contact, plaquage. À votre poste, peut-être un peu plus de liberté? Oui. Puisque vous jouez demi de mêlée, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Demi. Hein. Et à 15, je jouais ailier arrière et demi de mêlée, pareil. Et à 15, je préférais aussi pareil la vitesse, en fait. La vitesse du jeu, c'est ce qui me plaît. Quels sont les axes de travail que vous avez pour améliorer encore vos prestations? Quels sont les secteurs qui vous restent à travailler un peu plus? J'aurais dit plus m'imposer en attaque. Je trouve que c'est l'attaque qui pêche sur mes matchs. Donc tout ce qui est passe, etc., faudrait que j'y travaille. Bon, avec le staff que vous avez, avec Jean-François, Albert et Mika Semon, vous avez quand même des références en la matière, là. Quel genre d'entraîneurs ils sont vis-à-vis de vous? C'est des entraîneurs qui sont... Entraîneurs entraînants, j'allais dire. Oui. Il faut beaucoup de rigueur, mais après, sur les moments où il faut rigoler, avec eux, on peut. Il y a un temps pour tout. Donc, le début de saison avait été bien, le début de saison de Carcassonne. Il y avait un nul en ouverture contre les Signans. Ensuite, il y avait une large victoire à Limoux. Ensuite, il y avait eu un petit coup d'arrêt à Avignon. Il y avait eu aussi une autre victoire contre Saint-Gaudens, un coup d'arrêt à Avignon. Et puis, vous étiez bien repris contre Villeneuve, qui était quand même un gros morceau. Vous aviez infligé une nette victoire, 42-6. La question que j'allais vous poser, c'était quel est votre vrai visage? C'est celui d'Avignon ou celui de Villeneuve? Puisqu'à Avignon, tout n'avait pas été parfait. Je sais que les entraîneurs n'étaient pas les plus satisfaits quand même. Non, c'était pas les plus satisfaits comme vous dites, mais je pense que notre vrai visage, c'est celui contre Villeneuve et contre Limoux en seconde période. D'accord. Dimanche, donc, votre équipe s'est déplacée à Saint-Estève comme l'équipe élite. Bon, ça a été compliqué parce que c'est la grosse cylindrée de la compétition. Et bon, le score en dit 12-68. Hein. Mais un score qui peut être lourd par rapport à la prestation que vous avez pu fournir, parce qu'il y a eu des réactions quand même. Hein. Il y a eu des opportunités. Oui, j'ai trouvé qu'en attaque, on leur a quand même posé beaucoup de questions. Après, comme vous l'avez dit, donc c'est quand même le gros morceau de notre championnat. Il ne faut pas se relâcher contre eux. On s'est relâché une dizaine de minutes et ça a payé direct.
Comment on sort d'un match comme ça? On se dit, on n'y arrivera jamais, ou bien au contraire, ça donne envie d'y revenir et de montrer qu'on peut les accrocher même, sans me parler de les battre peut-être, mais... Oui, quand on prenait des essais ou quand on a marqué 2, ça nous donnait encore envie d'y retourner. Oui. À l'heure actuelle, est-ce que vous voyez une équipe qui serait capable de rivaliser avec eux dans les phases finales? À l'heure actuelle, je parle. À l'heure actuelle, il nous manque quand même du travail. Il nous manque beaucoup de travail, enfin beaucoup. Mais oui, je pense qu'en le potentiel, vous penseriez l'avoir? Le potentiel, on l'a, oui. Après, en phase finale, on verra bien. Déjà, il y a le match retour. Après, on verra. Oui, déjà, c'est noté ça. D'accord. Donc, dimanche, vous recevez Toulouse, également un gros morceau, puisque Toulouse aussi, comme on l'a dit, c'est l'antichambre du Championship, et ils ont toujours des équipes de valeur à ce niveau-là. Comment vous abordez cette rencontre-là? Avec un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée? Oui, je pense que notre esprit sera comme ça. On n'a pas encore eu d'entraînement. Vous êtes invaincu à Domecq, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Oui, aussi, qu'il faut essayer de préserver. Oui, on est invaincu à la maison, donc on va essayer de garder la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette équipe de Toulouse là, qui est très proche au classement, puisqu'ils nous devancent 2 points, je crois, mais ils ont un match en plus. Ce qui fait qu'ils vont être pratiquement sur un pied d'égalité. Oui, je pense que... Ils avaient bien résisté aux Catalans quand même. Chez eux, ils avaient pris 12 ou 13 points, je vois qu'ils avaient perdu. Ils avaient accroché quand même. Résisté contre les Catalans. C'était plus un début de saison. Mais je pense qu'on va aborder ce match avec donc du coup cet état d'esprit de revanche du match de Saint-Estève. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie à part le rugby? Le ski, la famille et les copains. Et le rugby. Le rugby. Vous auriez une question à poser à Lucas? Une question à poser à Lucas. Est-ce que jouer au Varl est une bonne expérience pour toi? Et oui, c'est une bonne expérience parce que je suis issu des juniors de Carcassonne comme toi. Et quand on n'a pas encore le niveau d'évoluer en élitude, d'avoir le Varl qui est réserve du club et qui joue à un niveau au-dessus, mais qui est en élite 2, mais qui est un niveau de championnat et un niveau de rugby qui est quand même assez élevé, ça permet de s'aguerrir, de prendre des matchs, ça permet de jouer encore, d'avoir un rythme et d'après pouvoir s'améliorer, de prétendre pouvoir essayer de revenir ensuite dans cette équipe de Carcassonne 13 en élitude. Donc oui, c'est une étape qui est pas à négliger et qui est au contraire très enrichissante et qui permet d'élever le niveau et de continuer à travailler tout en étant dans de bonnes structures et dans une bonne situation. Pour le club, ça permet de garder les joueurs parce que s'il n'y avait pas cette structure, s'il n'y avait pas le VAR, ce serait compliqué. C'est sûr que ça permet à Carcassonne de garder un œil sur la jeunesse et de pouvoir toujours compter sur eux, même s'ils sont dans une autre équipe. C'est le principe d'une réserve. Une réserve, c'est le fait d'envoyer les jeunes joueurs ou d'envoyer des joueurs qu'on ne pense pas encore prêts pour essayer de les faire continuer à pratiquer, à se former et pour permettre un jour de pouvoir les faire revenir dans l'équipe. Vous estimez à votre niveau en élite 2? Pas forcément, mais je m'estime pas à mon niveau tout court pour l'instant. Je pense que je peux donner encore beaucoup plus que ce que je fais en ce moment. Et c'est pour ça que le fait d'être au Varl, qui est quand même très très structuré, on a des dirigeants, un staff, des infrastructures qui sont quand même exceptionnelles pour un club d'élite 2. Donc ça permet de faire évoluer le niveau de jeu, sauf que pour ça il faut travailler. Ce que je fais et ce que je vais continuer à faire, travailler dur pour pouvoir élever mon niveau de jeu, pour le mettre au service de cette équipe du Varl et on verra par la suite. Voilà, parce que donc, on l'a dit, vous avez effectué une pige avec l'équipe élite à l'occasion de la réception de Villeneuve. Vous avez signé une belle feuille de match. Est-ce que la différence au niveau est sensible entre l'élite 1 et l'élite 2? La différence de niveau y est, parce que les équipes d'élite 1 ont quand même un niveau
un niveau de jeu un peu plus élevé que les équipes d'élite 2, notamment dans l'intensité et dans la vitesse de jeu et tout ça. Les joueurs qui jouent en élite 1 sont quand même plus costauds et plus prêts physiquement. Donc l'intensité, la vitesse de jeu, la dureté des impacts et tout ça, c'est quand même assez au-dessus. Mais il faut pas baisser et négliger le niveau des équipes d'élite 2, puisque je trouve que ce championnat s'endurcit de plus en plus, et ce qui permet de travailler, puisqu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont au niveau, et donc ça permet de relever le championnat et de pouvoir bien travailler et élever son niveau. L'exemple de Villefranche qui est monté et qui tient toute sa place en élite. Il n'y a pas de... En Super 13. Villefranche est une très bonne équipe. On les a joués l'année dernière 3 fois. 2 fois en championnat et 1 fois en finale de championnat. Bon, les 3 fois, on s'est incliné, mais c'est pas pour rien. On voit aujourd'hui qu'elle est issue de l'élite 2. Elle vient d'arriver. Elle est 4 ou 5e du championnat. Ça montre le niveau qu'il y a en élite 2 et le niveau que les anciennes équipes d'élite 2 peuvent tenir en élite 1. Donc ça permet d'avoir une certaine homogénéité dans le rugby à 13 français global, que ce soit entre l'élite 1 et l'élite 2, même si le Super 13 reste encore au-dessus. Mais c'est quand même une bonne chose que le niveau de l'élite 2 augmente pour le rugby à 13. Il y a eu des changements à l'intersaison au VAR, notamment au niveau du staff, et puisque Pierre-Louis Bourrel, assisté de Malik Boudjera, ils ont remplacé Alexandre Coutet. Qu'est-ce qu'on peut dire de la méthode Bourrel par rapport à la méthode Coutet, vous qui avez connu les deux? Est-ce qu'on se retrouve dans les schémas, Non, mais en fait, j'aime pas apporter une comparaison entre deux méthodes, puisque chaque entraîneur a sa propre méthode. Moi, ce que je peux dire sur la méthode qu'il y a actuellement, c'est que c'est une méthode et que c'est quelque chose de très structuré, de vraiment très, très propre, et pour le niveau où on est, justement, comme je le dis, pour une équipe d'élite 2, c'est quand même exceptionnel d'avoir un staff aussi investi et qui amène aussi bien les choses. Et ça peut donner envie que de travailler, de se mettre au travail et de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, sur la méthode qu'il y a actuellement, on est dans les meilleures conditions pour travailler et mettre en place notre rugby et élever notre niveau de jeu pour voir que le championnat se passe bien. Dans la famille Bourrel, il y a le fils, il y a le neveu, je voudrais le père maintenant. Marc a intégré aussi le staff, c'est lui qui s'occupe un peu qui gère le côté sportif. Quelles sont ses fonctions exactes au sein du club? Marc il apporte son expérience déjà. Oui, mais Marc est un entraîneur à part entière et fait partie du staff à part entière. C'est-à-dire que le staff se compose de Pierre-Louis, de Malik et de Marc aussi. C'est-à-dire que les trois sont là à chaque entraînement. Ils s'entendent les trois pour structurer les entraînements, structurer les semaines d'entraînement, les jours de match et tout ça. Donc il n'y a aucune différence de fait entre Pierre-Louis, Malik et Marc. C'est le staff qu'on a cette année. Et ils mettent en place les entraînements, et nous on est là pour écouter les consignes et les conseils qu'ils ont à nous donner et mettre en place les consignes qu'ils nous donnent et travailler tout simplement. Le VAR a effectué un bon début de saison avec 2 victoires, donc face à l'Escure Pamiers, puis il y a eu une courte défaite à Aille-sur-Tête, et puis il y a eu ce faux pas donc. Et par contre, contre Pamiers, qui était l'équipe phare annoncée en ce début de saison, il y avait une très grosse partie. Le VAR s'était imposé 34-4. Ce jour-là, tout avait souri, ou est-ce que c'est Pamiers qui était un peu en dessous de ce que vous pensiez? Ce jour-là, on a été dans la structure qu'on avait mise en place. C'est-à-dire qu'on est resté dans notre plan de jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Et donc, ça ne peut que nous sourire lorsqu'on met en place, qu'on travaille et quand tout se passe bien sur le terrain, quand c'est fluide. Parce qu'on a une équipe, un groupe et une équipe qui peut faire de belles choses, mais que lorsqu'on reste dans notre plan de jeu et dans notre structure. Donc tu dis un bon début de saison.
Moi, je dirais pas ça parce qu'en championnat, on est sur 2 victoires et 2 défaites. Oui, puisque ce qui n'a pas été le cas, ce que j'allais dire c'est ça. le week-end passé à Tonens. Et si on veut atteindre les objectifs fixés, il faut qu'on se remette au travail, qu'on bosse dur et qu'on élève notre niveau de jeu parce qu'on est encore très très loin de ce qu'on peut proposer. C'est samedi que vous rencontrez Carpentras. Samedi, c'est 15h. C'est bien ça. Hein. Donc ça va être jour de grand match, puisque c'est le leader invaincu qui se présente. C'est vraiment la référence en ce moment. Hein. Carpentras, c'est Carpentras. C'est Villefranche l'an dernier un petit peu. Hein. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'ils ont quand même déjà eu quelques défaites, alors que Villefranche l'année dernière est resté vaincu sur toute l'année. Mais Carpentras reste Carpentras. Ce n'est pas la première année qu'on les joue. Ça reste une équipe du haut de tableau d'élite 2 qui est toujours très, très propre dans ce qu'elle fait. Et c'est une équipe avec des qualités, de très grosses qualités. Donc on sort d'une défaite on sort d'une défaite, va falloir rebondir de suite et donc se remettre au travail cette semaine pour oublier la défaite de la semaine prochaine et être dans l'optique de bien préparer ce match. Ça peut être un bon remède. Après une défaite, on se relance contre un gros et ma foi, la motivation est toute trouvée. C'est ça, mais la défaite nous pique en fait. Si la défaite nous pique pas, c'est qu'on n'a plus envie de jouer et d'avoir des résultats. Donc la défaite nous pique et il faut qu'elle nous pique dans le bon sens. Il ne faut pas qu'elle nous envoie vers le bas, mais au contraire, il faut que ça nous pousse à nous remettre au travail et à gommer les fautes et les erreurs qu'on fait et à élever notre niveau de jeu pour pouvoir enfin prétendre à ce qu'on veut prétendre et récupérer la place qui est la nôtre dans ce championnat. Et voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. Merci. C'est là-dessus que nous allons terminer cette émission. Donc un grand merci à vous tous, à vous deux du moins. Merci à toi. Et aux 2 autres personnes qui ont participé. Donc nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous on l'a préparée. Et nous vous donnons rendez-vous le jeudi 12 décembre prochain à 20h30 sur la chaîne YouTube pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir.